Quand j'avais 12 ans, au cours de musique au collège, mon prof a plongé la salle de classe dans le noir. Il nous a fait écouter une composition contemporaine hyper bizarre. Tout d'un coup, plus personne ne parlait. Tous les élèves regardaient leurs mains en essayant de comprendre ce qu'ils étaient en train d'écouter. La seule certitude, cette musique était violente. Austère, lugubre, avec des sirènes qui s'élèvent comme des cris d'agonie. En quelques minutes, cette musique avait réussi à transformer une classe d'enfants parfaitement normaux en un ensemble seul et tétanisé, incapable de comprendre pourquoi ils avaient aussi peur de ces sons. Mais quand le prof distribua une feuille, je lus les phrases en italique écrites en bas. Et là, je n'eus jamais eu aussi peur de toute ma vie. C'était la signification des mots que murmuraient les voix. Je vais vous parler de musique, et plus spécifiquement de musique d'horreur. Déjà parce que ça me fascine, et aussi parce que c'est rempli d'énigmes et de paradoxes. C'est quoi la musique d'horreur ? Une musique qui fait peur, donc ça fait peur ? Et ça, est-ce que ça vous fait autant peur ? Et si on rajoute ça ? Et ça ? Il y a beaucoup de manières de faire peur. La vidéo, la photo, le cinéma, ou juste des textes. Et également la musique. Comme beaucoup d'autres médias, elle peut faire peur par sa forme, comme des sons soudains, dissonants ou étrangers. Juste par sa technique, elle mime les mouvements de l'émotion de la peur, comme ici. C'est comme si ça mimait la bouffée de chaleur, ou l'estomac qui remonte et se tord d'angoisse. Grâce à cette technique, il y a des musiques qui font intrinsèquement peur. Elles font peur en autonomie. Par exemple, si vous prenez les musiques de Finding de Feldup, elles font évidemment partie d'une ambiance, d'une réalisation globale, mais il faut bien avouer que tu les mets sur n'importe quoi, ça fait direct son effet. C'est paradoxal que la musique puisse faire peur. On pourrait débattre de ce qui relève de la musique ou du bruitage, mais très souvent, dans ce genre-ci, la distinction devient moins claire. Il semble y avoir un genre de spectre qui va du bruitage à la musique plus classique, et bien souvent, dans les œuvres d'horreur, la réalisation joue avec cette distinction. Car, instinctivement, le bruit fait plus peur que la musique, car il semble moins orchestré. En fait, il simule le réel. Si on part du principe que ce qui fait peur, c'est l'identification du spectateur envers le personnage, alors que l'élément sonore d'une scène, soit le bruit, est bien plus réaliste. Ça permet d'oublier qu'on est spectateur. Or, quand la musique débarque, la musique qui ne se cache pas d'être extra-diégétique, c'est la réalisation qui se montre. Une partie de l'immersion réelle se retire. Le spectateur se rend compte qu'il n'est pas le personnage, car il entend quelque chose que les personnages n'entendent pas. La musique joue alors un autre rôle. Par exemple, voici la scène d'introduction de La planète des singes de 1968. Nous sommes dans l'espace, donc pas de bruit. Un silence réaliste n'aurait pas nécessairement impliqué la peur. En tout cas, pas autant que cette musique-ci. Ce sont ces sons étranges et inhospitaliers qui nous suggèrent le ton. Les contrastes et les rythmes brisés nous miment l'inconfort d'une perte de repère totale dans nos certitudes. Car si La planète des singes n'est sûrement pas un film d'horreur, la question se poserait grâce à sa musique. Angoissante, étrange, à la fois dystopique et primitive et parfois même carrément surréaliste. La musique d'horreur est donc bien plus que des bruitages inconfortables, contrairement à l'image qui est la plupart du temps un substitut de notre œil dans la réalité fictive. La musique n'imite pas ce que notre oreille aurait entendu. La musique impose son ambiance, elle donne son sens à l'objet. Si l'image est l'objet, alors la musique est le sens. Mais la musique fait aussi peur par association négative. Prenons ça.
monde la connaît. Et c'est assez simple de comprendre pourquoi elle soustrait à ses auditeurs un fort sentiment d'angoisse et de tragédie. Mais pour ceux qui ont vu le film, son écoute devient beaucoup plus insupportable. La musique est chargée en souvenirs. Le souvenir d'une histoire terrible, mais aussi celui de notre propre traumatisme quand nous avons vu le film. Ce souvenir, nous avons sûrement envie de l'enterrer, mais la musique est tellement connue que nous aurons beaucoup d'occasions de s'en rappeler, malgré nous. Donc la musique peut aussi non pas dicter l'ambiance, mais se charger du sens qu'on lui a donné. C'est d'ailleurs tout le principe d'un thème. Associer un personnage ou un concept à une musique, c'est créer un pouvoir d'évocation. Par exemple, dans La Vita e Bella, ce thème est associé à la menace fasciste. Giorno. Et une fois l'association faite, quand nous réentendons ce thème, notre cerveau nous met en alerte, car il ressent le mal et le danger. Dora, che c'è? C'est d'ailleurs la même chose pour ça. Dans ce cas-ci, la musique n'est plus le sens en lui-même, elle est le véhicule du sens. Elle est l'outil. Mais d'ailleurs, pourquoi la musique nous fait ressentir des émotions ? Au fond, c'est seulement un ensemble d'ondes bien précises, et si je vous fais écouter ça, vous aurez moins d'émotions que si je vous fais écouter ça. Voyons ce qui se passe dans notre cerveau. Vous avez peut-être déjà expérimenté comment c'est trop bien d'écouter une musique que vous connaissez déjà. Je parle de cette musique que vous avez déjà écoutée 1000 fois et que vous connaissez par cœur et dont vous attendez le drop, l'apogée, et que quand il arrive, vous ressentez une grande vague d'émotions intenses. Eh bien, d'après le neuroscientifique et musicien Alan Harvey, à ce moment précis dans votre cerveau, de la dopamine est sécrétée dans certaines zones. Et ce sont certaines de ces mêmes zones qui s'activent quand nous effectuons une tâche sociale, d'empathie ou de communication. Notre manière de consommer la musique a changé par rapport aux moyens qu'avaient nos aïeux avant la technologie numérique. À l'heure qu'il est, écouter la musique est majoritairement une activité solitaire. Nous l'écoutons dans notre casque ou dans nos écouteurs. Peut-être que notre écoute de la musique nourrit notre besoin social et empathique, alors même que c'est une activité solitaire. Mais alors, avec quoi sommes-nous en empathie ? Avec l'auteur de la musique qui nous raconte ses émotions ? Avec l'espace fictionnel qui est créé comme on serait en empathie avec un personnage d'un film ? Ou alors avec de simples ondes que notre cerveau interpréterait comme une présence humaine, comme les ondes de quelqu'un qui nous parle tout proche de notre oreille ? Ou alors peut-être que c'est notre cerveau qui a raison, et qu'écouter de la musique est une activité tout sauf solitaire. Mais même si les travaux de neurologie et de psychologie étudient les effets de la musique sur notre cerveau, c'est difficile de définir une ligne claire quand l'activité est si personnelle. Chacun développe son rapport à la musique dans une sorte d'intimité, et c'est encore plus difficile quand on veut recentrer le sujet sur la musique d'horreur. Déjà, comment pourrait-on définir la musique d'horreur ? Une musique qui fait peur ou angoissante ? Ok, mais il y a des musiques qui font pas peur, mais qui ont ce petit sentiment de malaise. Il y a des musiques qui sont juste tristes, et il y en a d'autres qui sont d'un désespoir tellement profond que c'est pour nous une musique d'horreur. La manière dont sont composées les musiques peuvent aussi ajouter ce petit frisson. Par exemple, l'album de The Caretaker est un album d'horreur pour les conditions dans lesquelles il a été créé, le sujet qu'il traite, et tout ça fait que cette douce petite musique est une musique d'horreur. Mais au fond, c'est personnel. Si cette caractéristique dépend du savoir de l'auditeur sur le background de la musique, c'est que ce n'est pas une dimension intrinsèque. On a sûrement tous une musique qui nous met dans un état de profonde tristesse ou malaise. Parfois, c'est lié à un souvenir, parfois ça s'explique pas. Maintenant, je vais illustrer tout ça avec une musique précise. Steve Reich est un compositeur états-unien de musique contemporaine né en 1936. Il fait de la musique minimaliste ou répétitive. En gros, c'est une musique avec un mouvement qui se répète et d'autres éléments viennent s'ajouter en canon. Là, ce que vous entendez, c'est City Life, une musique sur la ville, sur New York plus précisément. On entend la frénésie d'une ville en ébullition. Les voix, les klaxons, les moteurs, il y a des bruits, il y a des instruments qui reproduisent ces bruits et il y a une mélodie. Je vous ai dit précédemment que la musique d'horreur oscillait souvent entre le bruit et la mélodie.
et que quelque part c'était deux approches différentes de simuler l'immersion. Eh bien, grâce à sa méthode de composition, Steve Reich se retrouve dans la parfaite position pour créer la meilleure musique d'horreur jamais faite. Laissez-moi vous expliquer. Vous entendez cette voix. Elle dit « check it out ». Si je l'imite, ça fait « check it out ». Et maintenant, si j'enlève la diction, ça fait « ta-ta-ta ». En fait, la musique sample tous les bruits de la ville, y compris la musicalité des mots qu'on entend dans ce décor. Donc, l'immersion est parfaite, la limite entre le bruit et la mélodie s'estompe. Mais la seconde dimension de la composition de Steve Reich, c'est d'animer, de donner une entité aux choses. C'est une musique assez industrielle, il y a l'idée d'une machine avec plusieurs rouages, on entend les moteurs, les fumées, les claquements, comme si le monde était mécanique et fait de vérin. Mais elle s'incarne, elle s'élève comme un décor. Même en étant le plus descriptive, elle donne une impression aux choses. Elle remplit donc aussi son rôle de musique qui donne son sens à l'objet. Mais City Life n'est pas une musique d'horreur. Different Train en est une. Et elle parle de train. C'est une composition de 27 minutes en 3 phases. Mais pourquoi les trains ? Eh bien, si Steve Reich est devenu compositeur, c'est aussi parce qu'il avait une certaine fascination pour les sons. Rien de plus normal d'aimer les trains quand il a passé toute son enfance dans des trains. Cette musique le raconte. On peut facilement s'imaginer que, pour un petit garçon, le bruit du train soit assez impressionnant, angoissant. À ce moment-là, nous sommes les oreilles de ce petit garçon qui entend « Chicago from New York ». Mais ce n'est pas ça le sujet de la musique. Le train est un moyen de transport, à cette époque à vapeur. Il sert à transporter les gens ou les marchandises sur de grandes distances. Il n'y a rien d'horrible à ça. Vous l'aurez peut-être compris, les trains ont changé. Il y a ces sons d'alarme. Ce sont les mêmes violons qui jouent le mouvement des mécaniques. Mais l'atmosphère n'est pas la même, l'air est plus irrespirable. Les rails sont plus tranchants, la musique à des moments est souffrante. Ce sont des trains, mais juste pas les mêmes trains. Quand j'étais dans la classe et que j'entendais cet extrait pour la première fois, j'avais rien compris. J'avais pas deviné. Je parlais trop mal anglais, je pouvais pas comprendre les phrases sans les traductions. Steve Reich est juif, et à ce moment-là, quand il prend le train en Amérique, d'autres membres de son peuple subissent les crimes de la guerre. Par cette musique, j'aimerais revendiquer que l'horreur n'est pas synonyme de divertissement. Il peut être tout sauf futile, il peut porter des messages profondément philosophiques sur le rapport à l'homme, à la violence et à la machine. Different Train parle de train, et pour cela, il retrace en 3 actes l'utilisation différente des trains à différents endroits et moments pendant la Seconde Guerre mondiale, et l'extermination programmée du peuple juif. Pour essayer de comprendre le message de la musique, on peut différencier 3 entités, l'humain, l'outil et la musique. Le train incarne chacune de ces 3 entités. Les hommes criminels ne sont pas là. On parle d'eux mais on ne les entend jamais. On entend seulement le train qui joue leur rôle. Le train incarne l'homme, qui peut être acteur des pires violences ici et toute autre chose ailleurs. Tout comme les trains qui sont bien différents en Amérique, différents trains, différents hommes. Mais contrairement aux gens, un train est une machine. Elle n'est d'aucune nature particulière. Si elle n'est pas par essence violente, elle n'est pas une arme, elle est instrumentalisée. Le train comme moyen de transport pour le progrès et la civilisation est détourné pour la mort. Et de la même manière que dans l'histoire, le train est l'instrument physique de la mort, dans la musique, le train est vecteur de cette violence, de cette double lecture. Il transporte la métaphore. De cette sorte, il incarne également la qualité d'outil, comme les violons font tantôt des sons joyeux et parfois des cris effroyables.
Le train est au fond un objet neutre qui peut incarner la pire sorte de l'humain et de son crime. Dans leur matière, ce sont les mêmes trains, mais leur utilisation est détournée. Mais pour bien comprendre l'entièreté de la métaphore, il faut comprendre qu'on n'entend pas le train, on entend des souvenirs, une impression et même une projection. Et cette lecture-là, nous pouvons la comprendre si nous interprétons les voix. Ce sont des enregistrements de témoignages des gens qui ont été victimes de la déportation. La musicalité des phrases est reprise pour créer le mouvement et la mélodie, et c'est à partir de ça que la musique se déroule. Steve Reich n'a jamais pris ces trains, mais il a projeté son interprétation sonore et surtout émotionnelle de la scène. Car ce qui dicte l'ambiance, c'est la musicalité naturelle des voix, qui devient plus lugubre quand il s'agit de parler de ses horreurs. La voix est la première musique. La parole est le premier sens. Dans ce monde de mort, qui pour nous 80 ans après la guerre nous semble être un enfer embrumé et mystérieux, la violence est industrielle. Et les gens sont déshumanisés, numérotés comme les objets d'une chaîne. Et la musique reprend bien cet aspect, en centrant son sujet, en évoquant l'homme par la machine du train. Pourtant, ce train n'est incarné que par l'émotion des témoignages, qui dessine son ombre dans la musique. C'est le souvenir qui l'anime comme la menace qu'il a été. Ici, dans un besoin aussi important que le devoir de mémoire, la musique reprend son rôle de communicant. C'est un témoignage, c'est une communication entre les rescapés et nous. La musique ne sert non pas à transmettre juste une information, mais le souvenir sensible de cette horreur. Flames going up in the sky. Flames going up in the sky. Smoking. Smoking going up in the sky. Flames going up in the sky. La musique, et surtout la musique d'horreur, n'est sûrement pas une activité solitaire. C'est effectivement une activité sociale et d'empathie, un vecteur entre leurs émotions et notre sensibilité. Avec toute cette histoire de train, nous comprenons un peu plus le rôle de la musique d'horreur entre les hommes. Mais une question reste en suspens. Pourquoi nous, à l'autre bout du fil, qui recevons ce témoignage, pourquoi on écoute ça? Ou plutôt, pourquoi on le réécoute encore et encore? Quelle satisfaction pouvons-nous y trouver? Ou plutôt quelle insatisfaction? Quelle douleur! Ce genre à lui seul détient tout le paradoxe de ce sentiment, celui d'aimer détester et d'apprécier chaque contour de la tempête qui arrive sur nous. Kant appellera ça le sentiment du sublime, une façon de voir à travers l'immensité de la peine du monde quelque chose que l'on trouve déjà en nous. La musique d'horreur est là pour nous apporter cette dose d'automutilation émotionnelle qui nous fera rentrer dans le courant et l'harmonie commune de la souffrance. Elle appuie sur nos blessures et fait savourer le trou dans lequel nous mourons, ressentir l'horreur d'un témoignage lointain qui arrive sur nous comme une tempête, une mise en garde pour notre propre monde.
La musique d'horreur fait le lien entre les hommes, en traversant le temps pour nous avertir de l'orage qui est très bientôt sur nous.